comme je le disais tout à l'heure, étant nécessaire de reprendre la citation de Heidegger, il dit « Le mode scientifique de représentation de son côté ne peut jamais décider si, par son objectivité, c'est-à-dire par sa capacité à se montrer, à se dévoiler, la nature ne se dérobe pas plutôt qu'elle ne fait apparaître la plénitude cachée de son être. » Il précise que la science ne peut même pas avoir une telle préoccupation, parce qu'en tant que théorie, elle s'est déjà enfermée dans le domaine du mesurable et limité par lui. Heidegger dit, est-ce que ce que la nature nous montre est tout ce qu'on doit connaître? Est-ce qu'il y a une dimension de la nature qui se voile à nous, qui nous demeure occultée, malgré les tentatives de boson de Higgs et de tout ce qu'on veut? La preuve en est qu'on est toujours en train de découvrir permanemment. Mais est-ce que dans la quête perpétuelle de la science, il ne va toujours pas demeurer cela qui reste voilé à toute représentation? C'est ça l'enjeu de cette citation que je viens d'énumérer, que je viens de lire. Donc, c'est pourquoi Heidegger déclare « L'incontournable régit l'être de la science ». Cet incontournable, c'est le monde des phénomènes. La science n'étudie que le monde des phénomènes. En réalité, les atomes, puisqu'ils peuvent être visibles par d'autres mécanismes, y compris les particules, c'est toujours des phénomènes, mais des phénomènes microscopiques. Donc, en dehors des phénomènes, la science ne peut rien produire. Or, qu'est-ce qui produit ces phénomènes? Qu'est-ce qui manifeste ces phénomènes? C'est là la question de fond. C'est donc cela qui reste voilé, mais qui dévoile en montrant les phénomènes, mais qui soi-même reste voilé. On poursuit. Cet incontournable demeurant lui-même énigmatique à la science en tant que celle-ci est incapable de cerner la plénitude de son être, empêche la science de se tourner vers son être propre en tant que science. En d'autres termes, le voilement de l'étang. Quand je dis, à chaque fois que je dis l'étang, entendez les phénomènes ou les existants. C'est ça l'étang, ce qui est manifeste, ce qui est expérimentable, ce qui est visible, ce qui est contemplable. Donc, cet incontournable demeure lui-même énigmatique à la science en tant que celle-ci est incapable de cerner la plénitude de son être, empêche la science de se tourner vers son être propre en tant que science. En d'autres termes, le voilement de l'étang en totalité voile la science, la possibilité d'accéder à son être en tant que science. La science ne peut pas accéder à son être en tant que science. La science ne peut pas se dire elle-même. Donc, l'être de la science est omnibulé par cet incontournable, c'est-à-dire par l'univers des phénomènes. C'est pourquoi, et des représentations, c'est pourquoi Heidegger dit, on ne pourra jamais par un calcul mathématique décider de ce que sont les mathématiques elles-mêmes. Méditez sur cette citation que je viens d'énumérer. On ne pourra jamais, par un calcul mathématique, décider de ce que sont les mathématiques elles-mêmes. Donc, ça c'est la citation de Heidegger. De ce fait que la science soit non seulement incapable d'accéder à la plénitude, ça c'est moi qui parle, de ce fait que la science soit non seulement incapable d'accéder à la plénitude de l'être de l'incontournable, mais aussi de son être comme science, apparaît le fait que la pensée véritable, qui est la mesure de l'être, se met dans un lieu situé à 1000 lieues de la pensée scientifique. Je reprends. De ce fait que la science soit non seulement incapable d'accéder à la plénitude de l'être de l'incontournable, c'est-à-dire à la plénitude de l'état, c'est-à-dire comme la science ne peut pas saisir l'univers total des phénomènes, mais aussi de son être comme science, et comme la science ne peut pas se saisir elle-même comme science, c'est-à-dire elle ne peut pas se dire elle-même, apparaît le fait que la pensée véritable est à la mesure de l'être, se met dans un lieu qui est à la mesure de l'être. Je reprends. De ce fait que la science soit non seulement
incapable d'accéder à la plénitude de l'être, de l'incontournable, c'est-à-dire de l'ensemble des phénomènes, mais aussi de son être, c'est-à-dire la science ne peut pas se dire elle-même, apparaît le fait que la pensée véritable qui est à la mesure de l'être se met dans un lieu situé à 1000 lieues de la pensée scientifique. D'où le gouffre qui sépare la pensée représentative de la pensée essentielle, entendue comme pensée tournée vers l'être et accordée à l'être. Pensée tournée vers l'être et accordée à l'être. Lorsqu'on est dans la pure contemplation, nous sommes en phase, en vibration avec l'être et nous comprenons l'être tel qu'il est, sans représentation, sans modélisation. C'est ce que j'entends, je veux dire ici. Mais Heidegger reconnaît quand même que quelques hommes de science, en tant qu'êtres pensants, peuvent se mouvoir à des niveaux différents de la méditation et les maintenir en éveil. Là, il est quand même modeste. Il y a quelques hommes de science qui peuvent y parvenir. Toutefois, il ajoute, là même où, par une ferveur particulière, le degré suprême de la méditation serait une fois atteint, celle-ci devrait se contenter de préparer seulement un état disponible pour la parole dont l'humanité d'aujourd'hui a besoin. Donc, cela montre que même si certains scientifiques peuvent parvenir à certains niveaux de pensée, il précise que celle-ci devrait se contenter de préparer seulement un état de la méditation, de disposition pour la parole dont l'humanité d'aujourd'hui a besoin. Ce qui signifie que toute cette méditation doit à la fin se tourner vers l'ouverture, vers le dévoilement de l'être et l'accueil de sa vérité. C'est ouvert. Et l'accueil de sa vérité. Je reprends. Ce qui signifie que toute méditation doit à la fin se tourner vers l'ouverture, vers le dévoilement de l'être et l'accueil de sa vérité, comme parole qui atteint l'homme et lui dévoile son essence comme extase et berger de l'être. L'homme est en même temps extase et berger de l'être. L'homme est capable de se contempler et contempler la nature. Donc c'est pour ça qu'il est extase. Et il est berger de l'être parce qu'il peut comprendre l'ordre de la nature et il peut le transmettre. Cette sphère de la pensée est donc celle qui appelle le scientifique à reconnaître au-delà du calculable, à reconnaître qu'au-delà du calculable subsiste une liberté qui l'interpelle. Daniel Handler le reconnaît en disant, Daniel Handler, il a élaboré 2 tomes sur l'histoire des sciences, la méthode scientifique et autres. C'est un scientifique, un penseur, un scientifique, un épistémologue très avancé. Voici donc ce que Daniel Handler déclare. Quand on a fait une étude systématique, selon les voies des sciences naturelles, c'est-à-dire physique, chimie, biologie, médecine, etc., des déterminations qui régissent les hommes, collectivement ou individuellement, un élément de liberté subsiste dans la perspective réaliste qui ne se laisse pas enfermer dans le réseau des relations matérielles, causales et psychiques. Voilà que Daniel Adler rejoint la thèse de Heidegger. Il y a toujours une réalité qui échappe à la dimension matérielle, à la dimension des représentations. Et c'est à cela que le méditateur, le contemplateur, l'homme véritable, le penseur véritable, l'éminent penseur, le penseur éminent, le penseur qui pense éminemment, doit comprendre que son rôle, c'est d'aller au-delà du saisissable par les représentations, au-delà du mathématisable, au-delà du symbolisable, pour atteindre la liberté qui se voile dans la nature à travers l'œuvre de la théoréine, c'est-à-dire l'œuvre du contemplé, ou de la théoria, c'est-à-dire l'œuvre de la contemplation. Or, c'est justement à partir de cette liberté, se laisser être, à partir de se laisser être, laisser les choses être, et se laisser être soi-même, et se laisser atteindre par la nature, l'essence des choses, par l'avènement des choses. Donc,
se laisser être, dont parle Heidegger, que la physis commence à se manifester à l'homme en tant que physis. Dans ce sens, Daniel Handler propose une conciliation où la philosophie technoscientifique devrait s'associer à une philosophie de la nature, c'est-à-dire de la physique à la biologie, à une anthropologie philosophique de l'individu au collectif et une ontologie du devenir. Mais ce qu'il nomme ontologie du devenir est séparé par un abîme de l'ontologie proprement dite. C'est nous qui parlons à ce moment. Ce que Daniel Handler appelle ici ontologie, c'est plutôt le vitalisme ou l'énergétisme de type biologique s'inspirant de l'évolutionnisme de Darwin, de la cosmologie de Cournot, qui est un épistémologue lui-même, un scientifique, de Bergson, de Rouillard et de Canguilhem. Il parle donc plutôt du vitalisme et de l'énergétisme. En effet, ce n'est que ce qui convient d'être appelé philosophie naturelle ou cosmologie philosophico-scientifique, dans le sens où Adler veut que celle-ci rende possible une unité du réel qui explique, sans la garantir, une éventuelle unité des sciences tout en obéissant au réalisme scientifique. C'est dans ce sens qu'il affirme en disant la philosophie biologique, faite par des biologistes professionnels, tend volontiers vers une réflexion de type ontologique. Il dit bien de type ontologique. Nous pouvons déjà remarquer ici les réserves qui apparaissent dans les propos de Daniel Handler. Donc, il n'est pas question d'ontologie au sens propre du terme, mais plutôt d'une approche philosophique basée sur l'étude des mutations et des métamorphoses des phénomènes. Car appeler cela ontologie ne serait qu'une prétention pour plusieurs raisons. Premièrement, la biologie n'est pas la science de la vie, mais plutôt la science du vivant, c'est-à-dire elle commence à étudier les cellules. Son étude commence par les cellules. Dans la mesure où elle s'appuie sur quelque chose de composé, la cellule. Donc je dis premièrement, la biologie n'est pas la science de la vie, mais plutôt la science du vivant. Dans la mesure où elle s'appuie sur quelque chose de composé, la cellule. Et même si elle était une science de la vie, c'est-à-dire en comprenant et en expliquant la vie dans son unité et simplicité, comme flux à la manière de Bergson, ou énergie à la manière de l'énergétisme, il faudra qu'elle explique également le rapport entre la vie, la pensée et la parole. La science est incapable d'expliquer ça. Et si la science comprend la vie telle que nous venons de le dire, c'est-à-dire comme énergie et comme flux, et si cela devenait possible, on se poserait cette question. Étant donné que l'énergie au sens moderne est l'être, parce que d'après les scientifiques d'aujourd'hui, l'être c'est l'énergie. Et j'entends même beaucoup de kémites qui disent que Dieu c'est l'énergie, l'être c'est l'énergie, que c'est l'énergie. Non, le mot énergie vient du grec energeia, c'est-à-dire être en œuvre. Mais avant ce qui est en œuvre, ce qui se manifeste, ce qui agit, il y a ce qui est stable, ce qui repose en soi, c'est-à-dire la force. J'avais expliqué ça dans d'autres lives, notamment chez Mobali et chez Chumatela, dans l'émission à Cannes. J'avais expliqué qu'au-delà de ce qui se meut, de ce qui agit, la force agissante qu'on appelle l'énergie, il y a premièrement ce qui repose en soi, c'est-à-dire la force présente qui repose en soi. Elle repose d'abord en soi avant d'agir, avant de se manifester. Donc il faut faire la différence entre la force et l'énergie. La force est ce qui est capable d'agir. L'énergie est ce qui agit déjà. Voilà. Donc la force précède l'énergie. Et c'est pour ça que physis est compris comme ce qui repose en soi, et aussi dans un second temps, comme ce qui se dévoile, comme ce qui agit. Donc ce qui repose en soi et qui subitement se déploie et commence à agir. Donc c'est deux compréhensions, deux états, le repos et le mouvement. Donc je précise pour cela, je reprends. Et même si elle était une science de la vie, donc j'étais au niveau, et si cela devenait possible, c'est-à-dire que la science explique également le rapport entre la vie, la pensée et la parole. Si cela devenait possible, on se poserait cette question. Étant donné que l'énergie au sens moderne est l'être,
c'est-à-dire le sacré, alors pourra-t-on prétendre utiliser l'être pour des centrales nucléaires, électriques et pour des usines? Même la biologie moléculaire, c'est-à-dire que on utilise donc la pensée pour les centrales nucléaires, puisque si l'être, c'est la pensée, l'énergie, comme la science prétend le dire. Et que c'est cette énergie qui est à l'origine de la pensée, et que c'est cette énergie qui est à l'origine de la parole et autres. Cela veut dire qu'on utilise la pensée et la parole dans les centrales nucléaires, les centrales d'énergie. Or, l'être dont il est ici question est une intelligence qui agit par elle-même, qui montre le chemin, qui dévoile, qui éclaire et qui illumine. Pas ce qu'on amène à être, pas ce qu'on force à être, mais ce qui se dévoile, ce qui se manifeste soi-même en montrant à chacun son chemin. C'est deux choses bien différentes. Donc, même la biologie moléculaire ne garantit pas une approche scientifique de l'ontologie, car l'ADN n'est qu'un support sur lequel vient se graver l'information et non l'information elle-même. L'ADN n'est pas l'information elle-même. L'ADN est un support sur lequel vient se graver l'information. Or, c'est quoi l'information elle-même? Cela peut se vérifier par les mutations d'informations d'un individu à un autre. Il faut préciser que dans le modèle cybernétique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'informatique, c'est l'homme qui imprime sa marque. C'est lui qui imprime les données. L'ordinateur ne pense pas par lui-même. C'est l'homme qui oriente. Et à chaque fois, il doit toujours revenir pour compléter des nouvelles choses qu'on a eu à constater, des difficultés face auxquelles on a été buté, pour venir remodifier même certains aspects de l'ordinateur et le reprogrammer. Donc c'est l'homme qui programme l'ordinateur. C'est pour ça que quand on attribue sur le plan biologique l'information à l'ADN, alors que l'ADN n'est qu'un support sur lequel vient se graver l'information, c'est quoi l'information elle-même? C'est quoi l'information elle-même? J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. J'ai précisé que l'homme, sur l'univers de l'informatique, c'est l'homme qui produit l'informatique. Maintenant, l'homme est constitué de l'ADN. Et on dit que c'est ça qui est le véhicule de l'information. Mais je dis, l'ADN n'est qu'un support sur lequel vient se graver l'information. Mais l'information elle-même demeure hors de portée de la science, hors de portée de la mesure et de la saisie scientifique. L'information n'est qu'un constat que l'on fait, et un constat que l'on peut donc ramener à travers sa pensée, en produisant les téléphones Android, les ordinateurs et les robots. C'est l'homme qui produit ça. Or, l'information en tant qu'information elle-même reste hors de portée de toute saisie scientifique. Je poursuis donc en disant que cela peut se vérifier dans les mutations d'informations d'un individu à l'autre. De même en physique contemporaine, la théorie du vide fluctuant et la récente découverte du boson de Higgs qui rend manifeste la matière montre les limites d'une approche scientifique de l'ontologie, car cette dimension, non seulement on ne peut parler ni de cellules, car dans cette dimension, non seulement on ne peut parler ni de cellules, ni d'ADN, mais en plus, l'unité vie, pensée, parole qui dévoile ce qui véritablement signifie être, y demeure indéterminable. Je reprends. De même en physique contemporaine, la théorie du vide fluctuant et la récente découverte du boson de Higgs qui rend manifeste la matière montre les limites d'une approche scientifique de l'ontologie. Car dans cette dimension, non seulement on ne peut parler ni de cellules ni d'ADN dans la dimension du vide fluctuant et du boson de Higgs qui manifeste la matière. On ne peut plus parler de cellules ni d'ADN, mais en plus l'unité vie, parole, pensée, l'unité vie, pensée, parole qui dévoile ce qui véritablement signifie être, il demeure indéterminable. Donc, même dans ce niveau de la physique actuelle, l'unité vie, pensée, parole qui dévoile ce que signifie véritablement être, il demeure indéterminable. Cette physique est incapable d'expliquer ce que c'est que la vie, la pensée et la parole. Par des équations
ou par des symboles ou par des représentations. Cette physique en est incapable. Toute interprétation scientifique de ces phénomènes, c'est-à-dire de la vie, de la pensée, de la parole, s'appuyant sur les mouvements, les vibrations, les courbures, les réflexions et les constantes d'énergie, demeure inappropriée et dépourvue de sens, car ni la vie, ni la pensée, ni la parole ne peuvent être éclaircies à partir de cela. Husserl l'avait déjà remarqué lorsqu'il déclarait « Les bouleversements d'Einstein concernant les formules avec lesquelles la physique idéalisée et naïvement objectivée est traitée, mais je reprends. Les bouleversements d'Einstein concernant les formules avec lesquelles la physique est idéalisée et naïvement, je vais dire, les bouleversements d'Einstein concernant les formules avec lesquelles la physique idéalisée et naïvement objectivée est traitée. Mais nous n'apprenons en rien comment les formules en général, l'objectivation mathématique, c'est-à-dire la manière dont la mathématique explique les phénomènes, donc l'objectivation mathématique en général, reçoivent un sens sur le soubassement de la vie et du monde environnant intuitif. Et Einstein ne réforme pas l'espace et le temps dans lequel notre vie vivante se déroule. Même la psychophysique, je poursuis maintenant, c'est moi qui parle, même la psychophysique ne peut les éclaircir car elle se déploie à partir des phénomènes et du construit et non de la lumière ou de la vérité de l'être. C'est à partir du construit que la physique, la psychophysique s'exprime, c'est-à-dire des constructions humaines et non de ce que la nature nous dévoile elle-même. Et ces constructions humaines, j'entends par là des symboles, des formules mathématiques et tout ça. Des équations, puisque même en physique il y a des équations, même en psychologie il y a des équations, notamment la probabilité et les statistiques en psychologie. C'est ainsi qu'Husserl déclarait déjà aussi à ce propos, mais à sa manière et suivant son orientation, qui au fond rejoint la vie de Heidegger concernant la science actuelle, les liaisons spirituelles par causalité psychophysique et les liaisons par causalité psychophysique sont dépourvues d'une continuité purement spirituelle. La nature physique empiète partout. En définitive, toute approche scientifique de l'ontologie est vouée à l'échec parce qu'il est du propre de l'être de dévoiler toute chose suivant ses desseins, c'est-à-dire au temps approprié et aussi d'éclairer l'homme sur tout dévoilement. Or, le scientifique détourné de l'être se déploie à partir de la pensée analytique et non à partir de l'éclair de l'être. La véritable ontologie se déploie à partir de la pensée tournée vers la lumière de l'être, car seul l'être abrite le mystère du dévoilement et de l'éclairement. On peut comprendre pourquoi le scientifique tourne toujours dans le cercle qu'il s'est lui-même tracé, en manquant ainsi l'éclair qui perpétuellement surgit de l'être, nous atteint à notre essence et nous montre le chemin. Il n'y a donc que l'approche philosophique qui puisse parler d'ontologie, car elle suit une démarche appropriée à la question. Même l'approche philosophique de la cosmologie l'emporte sur l'approche scientifique, car, par exemple, aujourd'hui, il s'avère que la cosmologie de Platon l'emporte sur la cosmologie purement mécanique et mathématique de Newton, qui se limitait aux lois pour expliquer le cours du réel. Ce fait est démontré par les travaux de Whitehead dans son ouvrage Process and Reality et reconnu par Adler lui-même. C'est pourquoi il dit la constitution complexe de l'univers déjà relevée par Platon dans le Timée et confirmée par la science contemporaine fait qu'on ne peut pas réduire la connaissance de la nature à un système scientifique de la nature. Enfin, nous affirmons, en nous appuyant sur l'exemple ci-dessus et même sur d'autres textes anciens, que la question portant sur l'être et la vérité requiert une expérience toute différente de la démarche scientifique. En effet, le site où se manifeste l'être comme l'invisible qui appelle, signifie et octroie le destin reste hors de portée de la science. Je reprends. En effet, le site où se manifeste l'être comme l'invisible qui appelle, signifie et octroie le chemin
reste hors de portée de la science, car même si celle-ci prétend pouvoir expliquer ces phénomènes par les lois du mouvement de la matière et de l'énergie, l'origine, la raison d'être de ces lois reste elle-même mystérieuse tant que l'être du logos et de la physis demeure impensé en propre. Dans ce sens, c'est dans ce sens que Heidegger affirme que toute pensée et tout effort, tout comportement de l'homme, dès qu'ils sont liés à des représentations, soit en quête de principes et se tiennent à des principes, voilà qui résulte de l'essence de l'être comme logos et comme physis. C'est ainsi qu'est instituée la coappartenance de l'être, du principe et de la ratio, de l'être et de la raison entendue comme fondement rationnel. Donc, cela signifie que tant que la pensée n'est pas tournée vers l'être comme logos, c'est-à-dire ce qui recueillit en soi-même, se déploie pour dévoiler le sens et la signification et pour montrer le chemin. Et comme physis, c'est-à-dire qui exprime la même chose, tant que cela n'est pas compris dans ce sens, tout discours scientifique se met dans le non-sens lorsqu'il prétend s'aventurer vers la question de la raison d'être des choses. Donc voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement concernant la pensée de l'auteur Heidegger. Et nous achevons donc notre propos en montrant que il y a deux manières de penser la science. Soit on pense la science dans le forcer les choses à être. C'est pour ça que dans les centrales, les grands centres de recherche au CNRS, dans les grands centres de recherche à la NASA, on pratique ce qu'on appelle la fissure atomique, le bombardement des particules pour que ces particules se fissurent et libèrent d'autres particules. Et cette recherche est une recherche qui force le réel à produire son fond. Mais ce n'est pas une recherche qui vise à écouter le langage du réel. Cette recherche ne nous amène pas à comprendre le sens vers lequel le réel veut nous amener. Or, la vie contemplative, qui devrait être le début de toute science, a pour objet et pour objectif permettre aux contemplateurs, aux scientifiques éminents, aux penseurs éminents, de saisir l'ordre des choses, le sens et l'orientation et la finalité, le sens de l'existence des choses. Ce que la science ne peut pas, la science contemporaine, la science moderne actuelle ne peut pas nous amener à saisir. Parce que tout ce que la science a à faire, on opère les cerveaux, on branche des tubes, des électricités dans le cerveau pour forcer le cerveau à produire ce qu'il a. On fissure les atomes, on bombarde les particules, c'est-à-dire on traque la nature. Heidegger nous montre que ce chemin de la science est un chemin qui mène vers l'impasse parce que la nature ne nous dévoilera jamais son sens à travers ces exercices-là. Et que ces exercices-là n'ont pour rôle et pour bien-être que la production matérielle, la production des appareils, des bombes atomiques, des avions, et c'est ça. Mais est-ce que la vie de l'homme est limitée là? Puisque cette tendance de la science qui vise seulement la production et l'utilisation perd de vue la survie humaine, le sens de la destinée humaine, le sens de l'existence de l'homme. Et donc l'homme s'engouffre dans un univers matériel où il ne vit que sur la base de la production et de la consommation, sans jamais savoir qui il est, d'où il vient et où il va. Donc la problématique de fond, c'est que toute science véritable, telle qu'élaborée par nos ancêtres, doit chercher à saisir le sens de l'existence des choses et le sens de l'existence tout entière. Et c'est pourquoi on peut comprendre comment les productions scientifiques négro-africaines ont toujours concouru ont toujours participé à l'élévation spirituelle de l'homme. Par exemple, lorsque vous voyez ceci, cette pyramide, vous voyez en haut un vortex et vous voyez à la base la pyramide. Et elle-même, elle a une contrepartie en bas qui descend, qui est connectée au champ magnétique de la Terre. Donc, la puissance du champ magnétique monte, elle fusionne avec la puissance de la force stratosphérique qui est captée par le sommet de la pyramide et qui est donc stockée à l'intérieur d'un sarcophage. Et lorsque l'initié s'allonge dans ce sarcophage,
il devient la lumière, comme l'éclair qui jaillit au ciel lorsqu'il pleut. Il entre dans ce vortex pour accéder à une autre dimension. Vous voyez que là, il ne s'agit pas d'utiliser les fusées, les satellites, les autres, pour aller explorer s'il y a des extraterrestres dans d'autres plans. Regardez comment la science négro-africaine a pu établir le rapport entre la spiritualité et la vie quotidienne et la vie matérielle. À travers la construction des pyramides, qui est une prouesse éminemment scientifique, l'homme était donc capable d'accéder à d'autres dimensions pour aller explorer avec sa nature, pas à travers les télescopes Hubble et tout ça qu'on envoie dans l'espace pour aller filmer, alors que ces histoires en réalité sont aveugles. Elles ne peuvent pas nous rendre compte de la nature telle qu'elle est intrinsèquement en elle-même. Donc, c'est ici le point culminant où je voulais chuter en montrant que la science négro-africaine aboutit à la connexion entre science et spiritualité. Et le dernier point, c'est que cette science elle-même doit reposer sur la vérité, la justice, l'équilibre. L'homme doit toujours avoir la mesure de tout. Ne pas traquer le réel, ne pas épuiser les ressources énergétiques de la nature, mais établir l'équilibre entre la nature et l'homme pour que le bien-être puisse être possible, pour que la vie puisse être perpétuée. Donc, la science occidentale a mené vers une impasse. La science africaine, proche de la pensée de Heidegger, ou alors qui explicite même cette pensée, nous montre une direction qui est meilleure. Je vous salue, Hotep à tout le monde. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous aime bien, portez-vous bien.